Alors, on a parlé d'énergie alternative, on a parlé d'énergie verte, d'énergie décarbonée. Le nucléaire est une énergie décarbonée. Alors, c'est peut-être pas une énergie verte, c'est une question épineuse. Mais en tout cas, cette transition énergétique représente une opportunité unique pour le nucléaire, pour renforcer sa compétitivité et son acceptabilité. Alors, c'est pas un sujet facile, hein, mais l'opportunité est là. On voit que le nucléaire émet peu de CO2, c'est quelque chose qui est assez répandu. Mais en dépit de tout ça, on voit peu de centrales qui se construisent et un marché mondial qui reste déprimé. Voilà, il y a un rapport qui est sorti aujourd'hui qui explique qu'aujourd'hui on a 408 réacteurs nucléaires dans 31, dans 31 pays, avec un âge moyen de 31 ans. Et Fessenheim en France vient de fermer. Dominique Louis, on va commencer par vous. Vous avez fait un mouvement intéressant il y a quelques temps déjà. Vous avez cédé une partie de vos activités dans l'aéronautique et dans l'automobile en surprenant les investisseurs. Voilà, je rapproche tout ça. Et vous vous êtes concentré sur le nucléaire. Sur le nucléaire que beaucoup voient comme une industrie du passé. Alors pourquoi vous faites ce choix ? Et pourquoi pour vous, du coup, l'industrie nucléaire n'est pas une industrie du passé ? Si on veut comprendre le passé, il faut regarder un peu le passé. Et finalement, quels ont été les choix qui ont été faits dans les années 70 pour faire le choix du nucléaire, et j'allais dire quasiment du tout nucléaire en France. Ça a été un choix audacieux, c'était essentiellement pour de l'indépendance du pays. Ceci étant, ce qui est intéressant, et on ne le fait pas souvent, c'est finalement d'évaluer ce choix. Quel est le bilan de ce programme nucléaire, de ces 58 réacteurs qui ont été construits en 25 ans. 58 réacteurs en 25 ans. Donc, on a su faire ça, et finalement, si on cherche à faire un bilan économique, on a effectivement une des électricités les moins chères du monde, 2 fois moins chères qu'en Allemagne. En Europe, il n'y a que les Polonais qui sont moins chers, mais c'est totalement carboné. Quand on regarde, parce que c'est bien évidemment c'est les sujets, quand on regarde les problématiques de sûreté, de sécurité, avec les chiffres, bon, j'allais dire, quel reproche on peut faire au parc nucléaire français sur 40 ans d'exploitation? Y a-t-il eu quelque part en France, autour d'une centrale nucléaire, même le confinement 1 heure des populations, parce qu'il y aurait une fuite sur rien. En termes de sûreté, le parc. Donc, ce qui veut dire que les choix à l'époque déjà qui avaient été faits en termes de technologie, il faut se souvenir que c'est une technologie au départ américaine. Hein. La France avait sa propre filière graphite gaz qu'elle a abandonnée. Westinghouse, on a choisi la filière Westinghouse, on a acheté la licence et on l'a francisée. Et sur la période, on a commencé à faire des réacteurs qui faisaient 900 MW de puissance et on a fini à 1440 les derniers. Bon. Donc, quand on regarde ça, quel reproche on peut faire au nucléaire? C'est une anecdote, j'échangeais, Nicolas Hulot, et puis je lui posais la question finalement, quel reproche vous faites au nucléaire en France? Ah ben il me dit rien, ça a rempli sa mission, mais et alors? Ah mais c'est pas l'énergie du futur. Alors j'ai voulu en savoir plus, mais il a tourné les talons. Donc si vous voulez, je trouve qu'on est un peu dans cette idéologie-là, quoi. C'est pas l'énergie du futur. C'est vrai qu'à l'époque, le but, c'était pas de faire une énergie décarbonée, mais il se trouve qu'en plus, elle est décarbonée. Donc, vous voyez, elle coche toutes les cases. C'est 100% du PIB français. Alors, pourquoi l'énergie nucléaire ne prend pas le train de la transition énergétique? Valérie Fonon, je vous donne la parole juste après. Voilà. Bah écoutez, je dirais que peut-être parce que nul n'est prophète dans son pays, moi je trouve dommageable la position de la Commission européenne. Est-ce que les gens savent que depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, 25% de la production d'électricité en Europe, elle est nucléaire? Parce que les réacteurs allemands tournent encore, en Espagne ça tourne, en Grande-Bretagne ça tourne, en France ça tourne. Donc la première source d'énergie électrique de l'Europe, on n'en parle pas. La Commission, c'est... Il n'y a rien sur le nucléaire. Donc, si vous voulez, alors quand je vais être polémique, je dis bon, la Commission européenne parle allemand, on est sous cette idée effectivement des renouvelables, et effectivement, le terme alternatif,
Moi, je le réfute, parce que l'éolien est typiquement le bon complément du nucléaire. Valérie Faudon, sur la question fondamentale, hein, le nucléaire n'a pas été fait pour être décarboné. Il se trouve qu'il est décarboné, mais il ne prend pas le train de la transition énergétique. Ah, ça marche. Il est peut-être éteint. Donc, pas complètement, puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'a jamais autant construit dans le monde et mis en ligne dans le monde. Alors, ça se passe pas chez nous, ça se passe en Asie, mais c'est normal, puisqu'en Asie, ils sont en pleine croissance, ils sont en train de faire leurs premiers équipements. Il faut savoir encore qu'il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas l'électricité. Donc dans les pays émergents, évidemment, c'est eux qui mettent en ligne beaucoup d'installations. Alors pas uniquement d'ailleurs du nucléaire, vous le savez, ils font encore beaucoup de charbon, ils font des renouvelables aussi. Alors il faut savoir que le nucléaire, aujourd'hui, il est là et bien là. Alors, vous l'avez dit, mais c'est aujourd'hui la deuxième source d'électricité bas carbone dans le monde derrière l'hydro et la première source de production dans l'OCDE. Donc heureusement qu'il est là, je dirais. Et vous l'avez dit, Dominique, c'est 25% de l'électricité européenne, hein, c'est la moitié de l'électricité bas carbone européenne. Et aux États-Unis, c'est 60% de l'électricité bas carbone. Donc il est là, je dirais, et il assure. Alors, en Asie, il y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire que globalement, ils construisent en série. Ils se sont maintenant, je parle de la Chine, construit des chaînes industrielles très fortes pour passer à 7 à 8 réacteurs par an. Ce que nous faisions dans les années 80. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Alors, c'est bête à dire, mais ils ont un plan. Ils ont un plan cadencé. Ils donnent de la visibilité à leurs industriels. Leurs industriels, comme ils travaillent, ben, ils sont formés. On sait qu'aujourd'hui, donc Taishan est en ligne, hein, le père de Taishan. Depuis plus d'1 an, les 2 réacteurs sont en ligne. les réacteurs d'EDF. Hein. Les réacteurs d'EDF et donc de CGN. Le PR de Taishan en 2019 a été le réacteur nucléaire qui a le plus produit d'électricité dans le monde. Hein. Le deuxième, c'est un réacteur français, c'est Civaux. Donc ça marche. Pourquoi ? Parce que il y a une stratégie industrielle, il y a des acteurs industriels, il y a ce que nous on avait dans les années 80. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus aucune stratégie industrielle? Enfin, quand on voit Flamanville, hein, qui a été commencé bien avant Taishan, hein, qu'est-ce que ça nous dit de notre stratégie à nous, Dominique Louis? Alors, si on n'est pas langue de bois, on paye quand même des comportements gaulois de la filière, disons fin des années 90, début des années 2000. Il y a quand même eu une compétition, pour ne pas dire plus, à un moment donné, entre EDF et Areva. Et si vous voulez, il faut savoir qu'à la fin des années 90, EDF travaillait sur un projet qui, je crois, s'appelait le REP 2000, qui était finalement une extrapolation du parc PWR. Et puis, le projet de l'Airbus du nucléaire entre Areva et Siemens a fait qu'il y a eu ce concurrent, l'EPR, et que finalement, l'EPR d'aujourd'hui, alors bon, peut-être que Valérie ne peut pas dire ce que je vais dire. Moi, j'ai mon autonomie, mon indépendance de parole qui peut dire, mais malheureusement, on paye encore aujourd'hui le fait que l'EPR finlandais a été vendu trop rapidement. Que l'idée, c'était de dire, mais de toute façon, ce qui est important, c'est d'en faire un très vite, et des économies d'échelle, etc. Et il y a eu à ce moment-là une confrontation EDF-Areva qui n'a pas été bonne pour la filière. Et il n'y a pas eu d'arbitrage. Comme souvent, où l'actionnaire est l'État, il n'y a pas eu d'arbitrage pour dire, voilà, ça va se passer comme ça. Et quand vous regardez des pays, comme nous on travaille beaucoup avec les Russes, avec Rosatom, quand vous regardez les Coréens, vous avez des stratégies, vous avez des filières intégrées, Rosatom est le seul acteur, intègre tout, le combustible. Bon. Donc effectivement, il y a un manque de décision. Puis je crois que voilà, il y a eu un désintérêt pour le nucléaire. Il faut le dire aussi, il y a ces problématiques politiques qui font que le nucléaire est pris en otage aussi par les Verts, etc. Or, quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est des raisonnements à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Un EPR, ça fonctionnera 80 ans. Quand vous regardez la technologie, donc aujourd'hui, personne ne prend ce genre de décision, si ce n'est, alors, une fois dans un débat avec Corinne Lepage, elle m'avait dit, mais il n'y a plus que les dictatures qui font du nucléaire. Vous voyez, on avait eu un débat un peu chaud sur la base, je dis, ben, c'est pas ça, c'est que les Chinois,
Oui, alors voilà, comme le Royaume-Uni, mais parce qu'elle pensait à la Chine, et de dire, mais parce qu'effectivement, ils sont capables de prendre de se projeter à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et malheureusement, bon, vous voyez aussi les débats ici, ce que j'ai entendu on voit bien que sur les énergies renouvelables, on est un peu dans le même type de débat. Oui, on fait des choix et on les remet en cause. On a du mal à avoir une trajectoire à 30 ans. C'est pas le rythme politique. On parlait des renouvelables. Le coût du nucléaire, on parle du coût du renouvelable qui baisse, le coût du nucléaire augmente. C'est un effet ciseau inversé. Comment on peut assumer, comment on peut gérer cette vérité, cette équation-là? Alors, je reviens ici. Voilà, celui-là doit fonctionner. On ne peut pas comparer le coût du renouvelable comme ça avec le coût des nucléaires, puisqu'ils ne produisent pas les mêmes services. Il y en a un qui produit 24 heures sur 24, enfin ce qu'on appelle pilotable, et l'autre qui n'est pas pilotable. Donc il faut voir en fait le coût du système électrique dans son ensemble pour que le système fonctionne et puisse fonctionner. Et le nucléaire là-dessus, il offre des services énormes. Il est bas carbone, ça on le sait, mais donc il est pilotable. Il offre aussi des services réseau, de stabilité de fréquence, de stabilité de tension, qui sont extrêmement importants. Je dis ça parce que cet été, à un moment donné, RTE a demandé à EDF de redémarrer un réacteur nucléaire qu'EDF souhaitait arrêter pour faire des réglages de tension sur le réseau. Donc c'est extrêmement important. Je le dis aussi parce qu'on parlait tout à l'heure de cet investisseur chinois qui va faire des batteries en France. Dans une interview la semaine dernière, ils ont dit qu'une des raisons pour laquelle ils venaient, c'est parce que l'électricité était bas carbone, qu'elle était pas chère et qu'elle était stable. Et qu'elle était stable. Voilà, donc ils en ont besoin pour produire. C'est un argument de compétitivité. C'est un argument de compétitivité et de relocalisation. Ça, c'est extrêmement important. Oui, donc le nucléaire, le nouveau nucléaire, on ne sait pas combien il coûte. On est en train de faire le premier. On est en train de faire le premier. Donc, on ne sait toujours pas combien il coûte. Non, ce qu'on sait, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est, on sait donc, d'après le dernier rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il a coûté 120, 130 euros. Mais c'est le prix, c'est moins que le premier parc offshore. Donc on est sur la tête de série. Donc ce qu'on sait, parce qu'on a quand même une grosse expérience en nucléaire, puisqu'on a construit le parc, c'est que les effets d'apprentissage, donc les effets de série sur un parc nucléaire, c'est de l'ordre, on a déjà atteint 30% de baisse du coût de construction au bout de 6 unités. D'où la discussion au sein du gouvernement sur un programme de 6 unités. Pourquoi? C'est que 6 unités, c'est la série, c'est le montant au bout duquel on baisse les coûts de 30%. L'autre gros composant extrêmement important, c'est le financement. C'est très différent si on finance un EPR à 10% ou on se finance à 2%. Les Russes, ils annoncent des chiffres de 54 euros, mais à 3%. Et ça, juste un petit mot pour finir, c'est la grande discussion aujourd'hui. Vous voyez que les Tchèques, ils ont mis en place un plan de financement qu'ils soumettent actuellement à la Commission où ils font un prêt à taux zéro pendant toute la durée de construction. Je rappelle que Hinkley Point, c'était 10%, c'est pas un prêt à taux zéro. Et les Anglais vont annoncer bientôt des dispositifs pour les prochains 2 EPR qui sont Sizewell-C. Et là, on parle aussi d'aide d'État, soit de l'investissement direct, mais surtout des aides au financement pendant les 10 premières années. En fait, il faut voir, je pense, le parc nucléaire comme une infrastructure stratégique qui est là pour assurer notre sécurité d'approvisionnement électrique. Il faut voir le parc nucléaire comme un investissement du Grand Paris. Voilà. Et d'ailleurs, il faut le voir comme ça parce que finalement, le coût de l'uranium dans le kilowattheure, il est quasiment négligeable. De ce point de vue-là, le nucléaire, ça ressemble à l'éolien. Il y a un coût de construction. Et il faut savoir que dans une centrale nucléaire, le pourcentage, je ne sais plus, mais c'est 70 à 80% de main-d'œuvre. Donc, suivant le pays où vous construisez le réacteur, il ne coûte pas le même prix. L'EPR en Chine, c'est pas le même prix qu'en France, c'est aussi une réalité. Mais l'effet de série, il est essentiel. Quand vous fabriquez des gros composants comme ça, le fait de pouvoir lancer 6 cuves, bon, voilà, et malheureusement, on a perdu cette culture industrielle, on n'a plus les acteurs qui vont pouvoir le faire. Et voilà, c'est la réalité. Mais en plus, sans vouloir être polémique, si vous voulez, la comparaison des tarifs, quand vous prenez le prix de l'électricité à la sortie d'une éolienne, c'est pas directement l'électricité consommable.
la logique, j'entendais tout à l'heure, la complexité, plus on va monter quand même en pourcentage de renouvelables, et j'y suis favorable, et plus le réseau va nécessiter d'avoir une plus grande capacité, d'avoir une complexité, si vous voulez. Pour ça que de temps en temps, les réflexions sur le 100% renouvelable, je veux dire, le réseau n'existera jamais pour un 100% renouvelable. La complexité du réseau serait telle que le prix du kilowattheure serait très élevé. Et quand vous avez parlé aussi pareil de l'hydrogène, il faut être prudent parce qu'on part d'électricité et à la fin on va faire de l'hydrogène. Il faut vraiment de l'électricité. Il faut vraiment que ce surcoût se justifie. Donc moi personnellement, à part la mobilité, l'usage de l'hydrogène qui consisterait à le stocker et puis refaire de l'électricité injectée sur le réseau, moi je trouve que c'est un peu, je crois que j'ai dit quelque part, c'est un peu l'Ichadoc, quoi. Et là je sais que j'ai une petite différence avec Valérie, c'est que moi je ne crois pas à la chaîne où avec des centrales nucléaires, on alimente des électrolyseurs, on va faire de l'hydrogène, etc. Avec une centrale nucléaire, l'électricité, il faut la vendre aux consommateurs. Et c'est plutôt effectivement les éoliennes et renouvelables qu'il faut utiliser pour alimenter les... Mais bon, j'ai lu ce qu'a écrit Valérie. Alors, on est d'accord en fait. Hein, nous on reconnaît les usages de l'hydrogène pour décarboner ce que l'électricité ne peut pas décarboner directement. Voilà. Donc typiquement les transports lourds. L'électricité nucléaire, faut la vendre aux consommateurs directement. Alors une question quand même à vous deux que beaucoup de gens se posent et qui s'est encore posée cet été. Quand il fait trop chaud et qu'on éteint des réacteurs nucléaires, pourquoi ? Parce que pour éviter qu'ils réchauffent encore la rivière qu'ils utilisent pour se refroidir. Mais est-ce que fondamentalement le nucléaire est compatible avec le réchauffement climatique ? Oui, alors absolument. Oui. Alors je voulais vous dire, c'est vrai que tous les étés c'est un peu un marronnier. C'est bon, on est en septembre, on est encore. Exactement. Il faut savoir, et RTE l'a très bien expliqué l'année dernière, que quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas et qu'on est en situation de sécheresse, tout le monde souffre, en fait, le nucléaire, mais quand il y a un anticyclone et qu'il n'y a pas de vent, le parc éolien peut tomber à 2% de capacité. C'est pareil pour les panneaux solaires qui perdent en efficacité, c'est pareil même pour les lignes à haute tension, donc tout le monde souffre. Alors, le nucléaire peut tout à fait fonctionner quand il fait chaud. Je parlais de l'EPR de Taishan, il est en zone tropicale, hein, il est à côté de Hong Kong, donc l'eau elle est chaude, hein, ça c'est sûr, c'est l'eau de la mer tropicale. La plus grande centrale nucléaire américaine qui s'appelle Palo Verde, elle est dans le désert de l'Arizona, alors pourquoi on à côté arrête de les centrales Phoenix. Françaises quand il fait trop chaud ? Donc voilà. Vous avez des contraintes de température puisque vous utilisez l'eau d'un fleuve pour refroidir, et il y a effectivement une réglementation qui impose que l'eau que vous allez rejeter, la température ne soit pas élevée de temps. Mais la réponse on l'a aujourd'hui. Il faut faire des centrales puissantes en bord de mer. Et d'ailleurs, le choix de l'EPR, il est pertinent par rapport à ça. On sait bien qu'on ne va pas pouvoir créer beaucoup de nouvelles zones où on pourra faire des centrales. On ne va plus faire de centrales au bord du Rhône, au bord de la Loire. C'est fini, mais elles existent, on continue. Et l'avenir du nucléaire, mais sur toute la planète, c'est de... Par exemple, nous, on est en Ouzbékistan. Bon, ben voilà, il va falloir faire les centrales au bord du lac Baïkal parce qu'il n'y a pas de système. Mais c'est plus un problème pour les centrales futures. Elles seront toutes au bord de la mer. Et on fait des centrales puissantes pour ne pas faire trop de sites. En face des éoliennes. Bon, moi, je pense, parce qu'on a des technologies pour pouvoir faire. Moi, c'est certainement celle, je connais pas bien le cas ouzbek, mais il y a des technologies pour justement. Enfin, elles sont disponibles. Alors, on peut tout à fait les mettre en œuvre sur nos centrales. On n'en a pas besoin parce que ça, ce que je vais vous dire, ça c'est extrêmement important. C'est qu'en été, en France, la consommation c'est moitié moins que la consommation de l'hiver. Donc en France, on en a plein sous le pied. Alors la différence, c'est que d'habitude on exporte. Donc cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décalé un certain nombre de travaux pour pouvoir assurer une disponibilité maximum des centrales nucléaires cet hiver. Mais l'été n'est jamais un problème en France pour l'approvisionnement électrique. On a nos usines qui fonctionnent moins. On n'a pas beaucoup et heureusement de climatisation. Donc l'été, c'est un moment bas de consommation électrique en France. C'est le moment où on fait les travaux, où on recharge en combustible les centrales, etc. Je rebondis juste sur ce que vous expliquiez, Dominique Louis, sur la nécessité d'être en bord de mer. On a devant nous la fermeture d'un certain nombre de réacteurs, enfin en tout cas si on suit la feuille de route énergétique qu'a validé le gouvernement.
900 mégawatts, je crois. Oui. Voilà. Est-ce que ça signifie qu'il y a beaucoup de sites, tous les sites qui ne sont pas en bord de mer, feront plus du nucléaire? Non, mais pour la construction de nouvelles centrales, il est probable qu'on ne va pas aller les construire au bord de la Loire, mais celles qui existent, elles vont continuer. C'est ce que dit Valérie. De toute façon, l'été, éventuellement, elles fonctionneront à puissance réduite en fonction du débit du fleuve, puisque la contrainte, c'est l'écart de température entre l'eau qui rentre dans le réacteur et la température à laquelle elle ressort. Et il y a des lois qui disent si ça dépasse tel écart, il faut stopper le réacteur. Et qu'il soit nucléaire ou d'ailleurs à autre chose, peu importe. C'est une logique de réchauffement des fleuves. Mais ça, c'est pas un problème. Et les prochaines centrales qui seront construites, elles seront construites effectivement, probablement sur les... On est à peu près sûr que quand il y aura les EPR, il y en aura à Gravelines, par exemple. Voilà, mais c'est pas un sujet, c'est pas un sujet. Et de toute façon, alors, on voit quand même que la tendance, c'est qu'il va y avoir un rééquilibrage quand même été-hiver, parce que si les étés sont plus chauds, les hivers seront plus doux. Donc on voit bien aussi que de toute façon, les courbes de consommation demain vont évoluer et que la climatisation va quand même, si vous voulez, il y a une courbe au niveau de la planète qui est intéressante, c'est qu'on voit typiquement, quand on regarde l'empreinte carbone par individu, on voit bien que le niveau de vie des gens est directement corrélé à l'empreinte carbone. C'est-à-dire que si vous prenez en Inde, je crois que c'est à peu près 0,5 tonnes de carbone par tête d'habitant en Inde. La France, en empreinte carbone, un Français, on doit être à 12 tonnes de carbone. Il y a à peu près 4 d'émissions domestiques et puis 8 d'importation qu'on emprunte. Puis alors, si vous prenez les États-Unis, l'Arabie Saoudite, vous êtes bon. Et je crois que c'est le GIEC qui dit qu'il faudrait, si on voulait être sur la courbe des 2 degrés, il faudrait 2 tonnes par habitant sur toute la planète. Quand on voit ça, on voit bien que c'est juste impossible. Et que de toute façon, il y aura forcément, soit on va empêcher des gens d'améliorer leur niveau de vie, il faudra l'expliquer aux Indiens, il faudra l'expliquer à des tas de gens en Asie, il faudra l'expliquer aux Africains. Et la solution, nous, même si on arrive à baisser notre empreinte carbone, compte tenu de la démographie future, on n'y arrivera pas. Donc ça fait dire que de toute façon, le nucléaire est incontournable dans le mix énergétique avec effectivement l'éolien, le solaire. Et après, il y aura des choix. Bon, on voit bien que certains pays, c'est plus facile de faire du solaire. On voit quand même que les énergies renouvelables sont probablement bien adaptées pour faire fonctionner des usines, etc. C'est vrai que la filière hydrogène, à mon avis, elle peut tirer profit du solaire. Nous, on est sur un projet en Arabie Saoudite d'une immense usine qui doit produire de l'hydrogène et l'opérateur, je crois qu'il est japonais. Bon, et ça va être une immense ferme solaire qui va alimenter des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène pour le compte des Japonais, etc. Donc on voit bien que tout a sa place, mais que le maître mot, c'est quand même c'est de décarboner tout. L'idéal serait que demain, les hydrocarbures, c'est-à-dire le charbon, ne soient utilisés que comme matière première. Vous imaginez, la planète idéale, c'est toute la production d'énergie, d'électricité, elle est décarbonée et on réserve l'usage du pétrole, du gaz en tant que matière première. Je peux vous dire que ça risque de prendre quelques siècles. Et donc, puisqu'on parle du nucléaire de demain, parlons du nucléaire d'après-demain et parlons d'ITER. Et parlons effectivement des perspectives qu'offre la fusion. Et si vous regardez les choses comme ça, vous dites en fait le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait de maintenant à 2150. On peut penser qu'il n'y aura pas d'installation industrielle utilisant la fusion avant 2150. La recherche va durer probablement tout ce siècle et que le vrai futur du nucléaire, c'est celui-là. C'est-à-dire la matière première, l'hydrogène, vous recréez le soleil, vous n'avez pas le problème des déchets lourds, etc. Malheureusement, il faut tenir encore un bon siècle. Mais avant d'en arriver là, on a des questions très très concrètes qui vont se poser avec un nombre important de réacteurs qui vont arriver en fin de vie, avec des décisions importantes qui sont devant nous. On a le sentiment qu'en Europe, bon, il y a les pros, il y a les contre. Le Royaume-Uni, avec le Brexit, on a le sentiment que l'Europe perd un pro. Et vous parlez de l'hydrogène, un élément important que j'ai noté dans le plan de relance français. L'hydrogène vert peut être nucléaire et ce n'est pas le cas de l'hydrogène vert européen.
qu'est-ce qu'il faut en penser et est-ce qu'il y a encore une stratégie nucléaire européenne Ben non. Je regardais ce matin, il y a Russia Today qui montrait Vladimir Poutine se moquer des Allemands en disant qu'il laissait tomber le nucléaire et que c'était dommage parce qu'ils n'avaient pas de gaz et ils n'avaient pas de biomasse non plus. Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Il y a deux sujets, et d'ailleurs on commence à en reparler maintenant. C'est la question de la souveraineté énergétique, puisqu'il y a quand même des plans gaz très importants pour remplacer le charbon. C'est très bien de fermer le charbon. Hein. Et d'ailleurs, on va fermer 110 gigawatts de charbon d'ici 2040, qui pose aussi des problèmes de sécurité d'approvisionnement, parce qu'actuellement, quand même, l'Europe, elle s'appuie sur ce charbon pour équilibrer son système électrique. Donc, il y a une question de stratégie de souveraineté énergétique, de savoir le gaz, il va venir d'où, voilà. Et puis en plus, bon, il n'est pas bas carbone, hein, le gaz n'est pas bas carbone. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est une question de souveraineté industrielle. Est-ce que actuellement la France porte la souveraineté technologique nucléaire? Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir une chaîne industrielle complète d'entreprises de PME. Il y a 3000 PME qui travaillent dans le nucléaire en France pour construire des nouveaux réacteurs. On le voit aujourd'hui, les pays qui construisent, donc il y a le Royaume-Uni qui construit avec nous. Et autrement, il y a énormément de projets en Europe de l'Est actuellement. Il y a un projet en cours en Finlande, c'est de la technologie russe. Il y a des appels d'offres qui arrivent. Il y a l'appel d'offres, il va y avoir l'appel d'offres polonais. Il y a l'appel d'offres tchèque. Il y a les Bulgares. Il y a les Hongrois. Et tous ces gens-là, enfin, sincèrement, ils peuvent tout à fait construire russe. Et tous ces gens-là peuvent peut-être construire sans les Français. Enfin, on voit que les Chinois ont leur technologie. C'est sans les Français, c'est clair. Rosatom, nous on travaille beaucoup avec Rosatom. Ils ont quand même vendu 34 réacteurs dans le monde. Et la crainte de Rosatom sont les Chinois. Ah non, Rosatom, le directeur général de Rosatom, quand on parle comme ça, il dit ce qui serait bien, c'est de rapprocher la filière française de la filière russe. Ce serait la seule façon de résister dans les décennies futures aux Chinois. Ce sera un raz-de-marée, la Chine, parce qu'est-ce qu'a dit Valérie tout à l'heure, l'économie d'échelle, la courbe d'apprentissage qu'auront eu les Chinois en construisant 100 réacteurs chez eux, ils vont arriver avec des solutions technologiques compétitives, comme ils font avec les voitures, comme ils font avec tout, en fait. Parce qu'ils ont ce marché domestique. Donc, les Chinois ont acheté des réacteurs à tout le monde. On leur a vendu 2 EPR, je pense qu'on leur en vendra jamais un autre, parce qu'avec 2 EPR, ils vont apprendre. Ils ont acheté des AP1000 à Westinghouse, ils ont acheté, etc. Et puis après, ils se donnent de la durée et ils arrivent avec leur propre produit qui est le meilleur de tout ça. Et il faut savoir quand même que dans les années 80, c'est la France qui a vendu le premier réacteur aux Chinois à Daya Bay. Et demain, on risque peut-être en France de construire des réacteurs chinois qui seront plus compétitifs en prix et en technologie. Ou pas, parce que si je comprends bien, le marché s'est vraiment déplacé. On est sur des réacteurs qui se construisent dans des pays pas toujours démocratiques, mais en Europe... Démographie et ambition de développer le niveau de vie. Tous ces pays ont cette caractéristique-là. Le marché ne s'est pas déplacé parce que le prochain marché, c'est aussi l'Europe et les États-Unis. Hein, puisque vous l'avez dit, le parc commence à être âgé. Donc en France, on va aller jusqu'à 60 ans. Mais 60 ans pour le parc, c'est demain. Parce que ça se passe dans les années entre 2035 et 2045. Et comme on a construit le parc extrêmement rapidement, on a ce qu'on appelle un effet falaise, c'est-à-dire qu'il y a des années où on va avoir 6 réacteurs d'un coup qui vont arriver à 60 ans. Voilà. Donc la décision de renouveler le parc nucléaire, c'est maintenant. Dans les plans de décarbonation de la Commission européenne, et on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient pro-nucléaire, il y a 110 gigawatts de nucléaire en Europe en 2050 pour atteindre les objectifs climat. Donc ces 110 gigawatts, il faut qu'on s'y mette maintenant, voilà, parce que ce sont des programmes, voilà. C'est du cadencement, hein. On sait qu'au début on pourra en construire une paire tous les 4 ans, après on va accélérer à 2 paires tous les 4 ans, mais bon, il faut avoir une pente de progression. Donc ce marché-là, il est maintenant, et c'est pareil pour les Américains. Les Américains, ils investissent comme des fous sur le nucléaire en ce moment, en termes de R&D. Hein. Les Canadiens, c'est pareil. Donc ces marchés-là, ils vont s'ouvrir demain, en fait. Voilà.
Un point que je voulais dire, que c'est extrêmement important, parce que quand on parle des pour et des contre, moi ce qui me frappe aussi, c'est que souvent, quand on regarde les hommes politiques, ils ont une mauvaise perception de l'opinion publique sur le nucléaire. Je vais parler de celle que je connais bien, c'est celle de l'opinion publique française, parce qu'on a accès à des études extrêmement détaillées. C'est vrai qu'on souvent la classe politique, elle est très influencée par les écologistes qui vont dans les médias ou les ONG, mais la réalité, c'est que les Français ne sont pas du tout anti-nucléaire. En fait, les Français, bizarrement, ils sont pro-nucléaire et pour des raisons historiques de souveraineté. Ils savent que c'est une grande industrie qui crée des emplois. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que, alors, ils ne croient pas qu'on puisse faire sans le nucléaire, c'est-à-dire qu'ils voient un mix plus équilibré qu'aujourd'hui, mais ils se disent qu'il y aura du nucléaire et il y aura des renouvelables. Mais tout ça, sans savoir que le nucléaire est bas carbone, puisqu'il y a une majorité des Français qui ne savent même pas que le nucléaire est bas carbone. Donc il y a un attachement français, et je voulais dire, cet attachement, il est une réalité, hein, parce que pendant la crise du Covid, et ça je pense que Dominique peut en parler aussi, vous avez donc 3000 entreprises dans la filière nucléaire française, c'est la 3e filière industrielle. Ces entreprises, elles travaillent aussi pour l'aéronautique et pour l'automobile, elles sont dans nos premières filières industrielles, et sur les autres grandes industries, il y a des carnets de commandes qui sont tombés à 0. Alors que le nucléaire a toujours continué à commander et à faire travailler les PME. Aujourd'hui, les PME, elles bossent en maintenance sur les sites industriels nucléaires français. Dominique, Louis, je vous laisse réagir et puis après je rebondirai sur une question fondamentale qu'on a évoquée. Non, je dirais de façon provocatrice, c'est que bon, les gens qui habitent au côté de centrales nucléaires, et moi j'y ai habité très très proche dans la vallée du Rhône, etc., ils n'ont pas de problème. Hein. Ils savent que la fumée qu'on voit, c'est de la vapeur d'eau, c'est pas de la fumée. Je dis ça parce qu'il y a un sondage qui a été fait par la société Orano, où je crois 70% des gens pensaient que l'épannage que l'on voit, c'était de la fumée avec du carbone, quoi. Donc effectivement, il y a encore beaucoup à faire pour expliquer que le nucléaire, c'est une énergie décarbonée. Pour autant, partout où il y a des bassins nucléaires, vous avez des emplois très qualifiés. Hein, parce qu'il faut et donc, si vous voulez, il n'y a pas de sujet d'acceptabilité de nucléaire pour les gens qui vivent autour. Il n'y a pas de perception de risque, même si effectivement on a partout on a distribué des petites pastilles d'iode, etc. Mais parce qu'il n'y a jamais eu un incident où les gens se sont sentis menacés, si vous voulez. Donc pour moi le sujet, c'est Giscard d'Estaing. À un moment donné, il avait donné une explication qui était à la Giscard. Il a dit les Français et les Anglais acceptent le nucléaire, les Allemands le refusent. Parce que pour les Allemands, le nucléaire, c'était la confrontation entre les missiles Pershing et les SS-20 russes à tête nucléaire. Pour les Français et pour les Anglais, c'est un outil de défense, de suprématie nationale avec la défense de dissuasion. Et il dit voilà pourquoi l'axe sur le nucléaire civil, parce qu'il est plutôt franco-anglais, parce que voilà, l'idée du nucléaire, c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, la première usine à Pierre-Latte, c'est une usine d'enrichissement pour faire la bombe. Mais il y a bien longtemps qu'il n'y a plus de connexion aujourd'hui entre le militaire et le civil. Toutes les technologies utilisées dans le civil aujourd'hui, elles ont rien à voir avec le militaire. Du plutonium, il y en a des stocks pour l'éternité. Donc, si vous voulez, j'entendais un intervenant avant, vous n'avez pas d'argent militaire aujourd'hui qui va dans la filière nucléaire civile. L'argent militaire, il est plutôt autour de la recherche sur les modélisations d'un certain nombre d'outils. Mais donc voilà, mais il y a cette idée-là, effectivement, que ce mouvement antinucléaire, il est né en Allemagne, il faut reconnaître. Mais vous savez, il y a des signaux faibles. Je voyais hier, il y a des Verts allemands qui commencent à dire, mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui d'arrêter tout notre parc nucléaire alors qu'on est en train de proroger des centrales à charbon? Qu'est-ce que ça signifie d'avoir arrêté les 2 réacteurs de Flamanville à quelques centaines de kilomètres? Les Allemands ont démarré une centrale à charbon, voilà, de 1000 mégawatts qui va fonctionner 50 ans. Donc, ça me rappelle un peu cette histoire d'aller vers le renouvelable. Vous savez, dans les années 80, j'ai fait quelques voyages en Union soviétique, puis c'était pas quand même un pays qui faisait rêver. Et les accompagnateurs qui étaient chargés de nous briefer, ils disaient, mais pourquoi c'est aussi délabré, etc. Ah, mais parce qu'en fait, le communisme, on est en route. Mais quand on aura plus de communistes, ce sera un monde parfait, le capitalisme aurait disparu, quoi. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu cette fuite en avant on veut faire dire probablement aux énergies renouvelables qui ont toute leur place des choses qu'elles ne pourront pas dire, qui est entre autres de remplacer du nucléaire. Et à titre personnel, ma plus grande crainte demain, c'est qu'effectivement on finisse avec du renouvelable et des centrales à gaz, parce que de toute façon, il faudra une énergie de base.
pilotable, on ne peut plus faire de site hydraulique, parce que l'hydraulique répond à ça, et c'est ça que je trouverais dramatique compte tenu de ce qu'ont fait nos aînés dans les années 70 en France. Voilà. Le risque, il est réel, c'est vrai. Je voulais juste revenir sur le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a une stratégie de renouvellement de son parc de réacteurs. Hein. On l'a évoqué. Mais il y a une question centrale au Royaume-Uni qui est pas résolue. Hein. C'est celle du financement de ces technologies et qui aujourd'hui est prêt à payer parce que c'est des investissements extrêmement longs. On l'a aussi évoqué. On a des industriels qui étaient candidats, hein, Toshiba, Hitachi, qui se retirent. On voit que le marché est moins attractif. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce que cet atermoiement risque pas finalement d'appauvrir et d'assécher le marché? Dominique Louis, puis Valérie Faunot. Bon, ce dont vous parlez, c'est une décision qui a déjà maintenant quasiment 2 ans. Aujourd'hui, bon, au Royaume-Uni, nous, on travaille sur Hinkley Point, on travaille sur Sizewell, il y aura au moins 4 EPR. Quand vous regardez en pourcentage, compte tenu de la puissance d'un EPR, ils sont en train de renouveler de façon significative un pourcentage de leur électricité nucléaire. Donc au Royaume-Uni, je trouve qu'ils ont une démarche extrêmement rationnelle, c'est qu'ils disent en gros 1/3 d'éolien, parce qu'on a du vent du côté de l'Écosse, 1/3 de gaz parce qu'on a aussi du gaz, et 1/3 de nucléaire. Et ils sont sur cette ligne-là. Et le projet de Sizewell se passe bien. Ils ont aussi, c'est vrai, des vieilles centrales qui vont devoir renouveler, mais je crois que quand vous êtes là-bas, il y a vraiment une vraie ambition politique, effectivement, de faire nucléaire. Alors, il y a des projets, peut-être que Valérie, hein, avec les Chinois. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais les Chinois, d'ailleurs, ils ont 20% de Hinkley Point, les Chinois, c'est ça ? 30%. Et Valérie, j'aimerais vous entendre aussi sur le financement, parce qu'au Royaume-Uni, pour resituer les choses, hein, il y a l'objectif de créer un système pour financer que le consommateur final paye dans sa facture d'électricité l'investissement dans ces nouvelles centrales nucléaires. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. En fait, il y a 2 choses en jeu. Sur la lecture de ce qui se passe au Royaume-Uni. Le premier, c'est qu'initialement, la politique du Royaume-Uni, c'était d'avoir un type de réacteur sur chacun des sites. Ce qui, on le sait maintenant, est complètement n'a pas de sens. Parce que pour faire du nucléaire pas cher, il faut avoir des effets de série. Donc moi, je suis persuadée, c'est vrai que les Chinois veulent faire un autre modèle à eux, mais je suis absolument persuadée qu'il y aura des EPR même sur les nouveaux sites, parce que c'est la manière de faire baisser le coût d'une eau nucléaire, c'est de faire le même modèle partout. Donc on avait en effet GE qui devait faire un ESBR-WR. On avait Toshiba qui voulait faire un AP1000. Enfin, on se retrouvait avec un parc complètement hétérogène. Donc ça, c'est, je pense, le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est en effet le financement. Donc la Cour des comptes anglaise a fait en 2017-2018 un rapport très intéressant où il disait que ce modèle qui est de faire un tarif d'achat garanti et puis de laisser au financement privé, à l'investisseur, de se prendre tout le risque projet et de financer ça sur les marchés financiers, ça n'avait aucun sens et que ça aboutissait à des coûts à des tarifs pour le consommateur beaucoup trop élevés. Donc ils ont dit il faut revenir sur cette décision et que l'État, l'État anglais s'investisse sur les projets et permette de donner accès aux projets à des financements pas chers. Donc dans le projet qui a été finalement abandonné par les Japonais, mais il faut dire que les Japonais sont très traumatisés par le Brexit aussi, donc ça contribue. Il y avait carrément un investissement direct de l'État anglais, ce qui est complètement nouveau, parce que c'était quand même les champs de la dérégulation. Il y avait un investissement direct de l'État anglais dans le projet, et d'ailleurs, on parlait d'un tarif d'achat garanti qui était plus à 100 pounds, mais qui était à 75 pounds. Donc déjà, on voyait que ça avait un effet extrêmement important sur le coût du projet. Donc aujourd'hui, la question, et on a vu ça avec la République tchèque, le gouvernement tchèque a dit, moi je vais faire un taux zéro pendant toute la durée de construction, parce que la durée de construction, c'est 10 ans. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de revenu pour l'investisseur et il doit payer des intérêts intercalaires. Donc ça revient très cher. Donc l'idée, c'est de faire un prêt à taux zéro. Donc on verra ce que l'État anglais va sortir. Ils ont étudié en effet d'autres systèmes qu'ils ont mis en place sur des utilities, donc en particulier à Londres. Je pense qu'en France, on a l'expérience de la gestion de ce type de projet, puisque actuellement, on a en cours le plus grand projet d'infrastructure depuis des années, qui est le Grand Paris, j'en reparle,
le prochain grand projet d'infrastructure français, ce sera le renouvellement du parc. Et je pense que le gouvernement, dans le cadre de son plan d'instruction en cours qui doit finir pour la mi-2021, doit mettre en place un système qui permette de financer le parc pas cher. Autrement, le consommateur d'électricité, il va payer le financement, il va payer ces frais-là. C'est extrêmement important. Et on va se retrouver à payer les renouvelables et le nucléaire en même temps, si je vous suis. Hein. Non, ça sera le consommateur qui paiera l'électricité, mais il faut que l'électricité soit pas chère. Ouais, mais c'est pas un mauvais mixte. Si vous avez le renouvelable qui vient vraiment, j'allais dire, Dernier mot et on conclut, hein, parce que en appui du nucléaire, le renouvelable est extrêmement économique. Finalement, d'un point de vue, le point faible du renouvelable, compte tenu de l'intermittence, c'est le surdimensionnement et la complexité du réseau. Que s'il n'y avait que du renouvelable, ok, l'installation, on en maîtrise le coût, mais garantir au consommateur au bout qu'il aura toujours de l'électricité, théoriquement c'est impossible. Vous pouvez toujours avoir une configuration où vous manquez. Mais si on arrête d'opposer du renouvelable à du nucléaire, le mix des deux, au contraire, doit permettre, parce que vous n'avez plus que des coûts d'infrastructure. Une centrale nucléaire aujourd'hui, une fois qu'elle sera construite, les coûts variables, il y en a quasiment pas. Donc vous savez, pour la vie de la centrale, vous pouvez prédire le coût de votre kilowattheure. Et un EPR, je insiste, ça fonctionnera 80 ans, probablement un siècle. Donc si vous voulez, si on s'est marié astucieusement le renouvelable avec le nucléaire, on peut avoir une électricité totalement décarbonée, fiable, c'est-à-dire qu'on en est quand on en a besoin, parce que c'est quand même un service, l'électricité. Et voilà, et simplement, on est effectivement, des événements comme ça le montrent, on est dans cet antagonisme, on essaye de montrer un antagonisme entre le renouvelable et le nucléaire. Et si vous voulez, moi, le discours sur l'hydrogène vert, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends que le discours sur l'énergie décarbonée, si vous voulez. Vert ou pas vert, c'est du marketing. Parce que le gaz vert... excuserez, mais bon. Donc il n'y a qu'une chose qui compte, c'est carboné ou décarboné, si vous voulez. Le côté vert, c'est de la politique, c'est du marketing, voilà. Valérie Faudon, dernier mot. Oui, donc moi je crois qu'il y a le point le plus important pour tout le monde, c'est cette décision du renouvellement du parc nucléaire. Nous, on a fait une étude scénario et celle d'RTE, donc va sortir en 2021, qui montre les risques qu'il y a à ne pas renouveler le parc nucléaire. Le risque, c'est simple, c'est de devoir construire des centrales à gaz et d'importer, et de ne même pas pouvoir importer, puisque tout le monde ferme son charbon autour. C'est exactement ce qui s'est passé cet été en Californie. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il y a énormément de solaire. Il y a une baisse de la production solaire quand tombe la nuit. Il faisait très chaud. Il n'y avait pas assez de puissance gaz. Les États voisins ne voulaient pas exporter parce qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes et ils ont fait des ruptures. C'est quand même la 4e économie du monde. C'est un pays les plus riches du monde et s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc je pense qu'il faut être vraiment pragmatique. Il faut un socle nucléaire et hydro aux côtés des renouvelables pour assurer notre souveraineté énergétique, notre approvisionnement électrique et nos objectifs de décarbonation. Merci à vous deux et merci à tous ceux qui nous ont suivis ici et à distance. Voilà. Merci.